Bienvenue dans Euronews Soir, nous sommes ensemble pour 16 minutes d'actualité européenne et internationale. Voici les titres de ce journal. 5 ans après le crash du vol MH17 de la Malaysia Airlines au-dessus de l'Ukraine, 3 Russes et un Ukrainien vont être jugés. Dans l'actualité également, l'ONU demande l'ouverture d'une enquête pénale internationale sur le meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Et puis un président français jugé pour corruption, c'est une première. Nicolas Sarkozy comparaîtra devant le tribunal correctionnel de Paris dans l'affaire dite des écoutes. On terminera ce journal avec une œuvre d'art attribuée au maître italien du clair-obscur, le Caravage, un tableau retrouvé dans un grenier et bientôt vendu aux enchères en France. C'était il y a 5 ans, 298 personnes, dont une majorité de Néerlandais, perdaient la vie dans le crash d'un avion de la Malaysia Airlines, abattu au-dessus de l'Ukraine par un missile russe. 4 suspects viennent d'être cités dans l'enquête. Ils sont poursuivis pour meurtre et seront jugés en mars 2020. C'est un début de soulagement pour les familles de victimes. Christelle Petrongari. Igor Girkin. Voici les 4 hommes soupçonnés d'être responsables du crash du vol de la Malaysia Airlines au-dessus de l'Ukraine en 2014. Après 5 ans d'enquête, des mandats d'arrêt internationaux ont été délivrés à l'encontre de 3 Russes et d'un Ukrainien, tous des hauts gradés des séparatistes pro-russes au moment des faits. Ils sont accusés d'avoir convoyé le système qui a permis de tirer le missile ayant abattu le Boeing. Ils seront jugés pour meurtre en mars 2020 aux Pays-Bas. Leur objectif commun durant cette période était de gagner du terrain aux dépens de l'État ukrainien et de ses forces armées. Au cours de ces batailles, la défense antiaérienne a été utilisée. Le ministère public soupçonne les 4 suspects du fait que leurs plans et leurs actes en juillet 2014 ont conduit à la destruction du vol MH17. Les 298 personnes à bord ont perdu la vie dans ce crash. Le vol MH17 effectuait la liaison Amsterdam-Kuala Lumpur. Certains proches des victimes étaient présents lorsque le nom des suspects a été dévoilé. C'est un peu un soulagement. Nous voulions connaître une date et nous voulions connaître les noms. Je pense que c'est un très bon début. Je suis un peu soulagé parce que le processus judiciaire va commencer et que nous avons les dates du procès. Ce sera en 2020 et puis nous avons les noms des personnes qui sont des suspects dans cette affaire. Il y a un an, la même équipe d'enquêteurs avait établi que le missile ayant abattu l'avion était russe. Après ces révélations, les Pays-Bas et l'Australie ont ouvertement accusé la Russie d'être responsable de la mort de leurs ressortissants. Pour la première fois, la responsabilité de cette tragédie était ouvertement imputée à Moscou. On reparle du meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Après 6 mois d'enquête, une experte des droits de l'homme à l'ONU affirme qu'il existe des preuves suffisantes pour ouvrir une enquête sur la responsabilité du prince héritier saoudien Ben Salman. Les explications de Raphaël. Après 6 mois d'investigation, la rapporteure spéciale de l'ONU demande l'ouverture d'une enquête internationale sur la mort du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Selon le rapport publié ce mercredi, il existerait des éléments de preuve crédibles pour incriminer des hauts responsables saoudiens, y compris le prince héritier Mohammed Ben Salman. L'enquêtrice demande également que des sanctions financières soient prises contre les biens personnels du prince héritier. Nous nous sommes focalisés sur les commanditaires du meurtre et je n'ai aucune preuve concernant ces commanditaires. Ce que j'ai en revanche, ce sont des éléments suggérant que des officiels haut placés pourraient être impliqués. Cela demande une enquête approfondie, en particulier sur le prince héritier, pour plusieurs raisons. La première étant que des gens directement impliqués dans le meurtre lui rendaient des comptes. Fervent critique du régime saoudien et du prince héritier, Jamal Khashoggi a été assassiné le 2 octobre dernier dans le consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul.
Rapidement pointé du doigt, Riyad a tout d'abord nié le meurtre avant de déclarer que le journaliste avait été tué lors d'une opération non autorisée par le pouvoir. Le ministre saoudien des Affaires étrangères a réagi au rapport de l'ONU, estimant qu'il comporte des allégations contradictoires et infondées. Aux États-Unis, Donald Trump a officiellement lancé sa campagne pour un second mandat. C'était mardi soir à Orlando, en Floride, au cours d'un show spectaculaire. Pour décrypter son discours, je reçois Jean-Éric Brana. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes spécialiste des questions américaines, maître de conférence à Paris 2 et chercheur à l'IRIS. Qu'avez-vous pensé du discours de Donald Trump hier soir ? Alors, on a retrouvé certains accents de la campagne de 2016, il faut quand même le dire. D'abord, il les a repris en quelques tweets. Les principaux échelonnements de son discours, c'était d'abord merci à ses troupes. Ensuite, ça a été pour dire que l'immigration serait au centre de la campagne, comme ça avait été en 2015. Ensuite, on a retrouvé les accents populistes et il a dit que le peuple était à nouveau au centre du jeu. Et puis, surtout, il a parlé de son bilan. Voilà, ça, c'était son discours. Mais ce qui a beaucoup surpris, c'est qu'en réalité, on n'a pas les exagérations comme en 2015. Souvenez-vous, il descendait l'escalator pour nous expliquer, une fois qu'il était au bas de l'escalier, qu'il y avait des voleurs et des violeurs au Mexique et qu'il allait construire un mur. Ça l'avait projeté, bien sûr, à la une de tous les journaux, non seulement du pays, mais du monde entier. Et on s'attendait même à ce qu'il y ait une grande annonce de même type, puisque le matin même, il laissait fuiter qu'il avait l'intention de renvoyer des millions de clandestins dans leur pays, et on pensait que ça pourrait faire partie du panel d'annonces. Au contraire, rien de tout cela. Le programme de Donald Trump, tel qu'il nous l'expose, ne contient aucune nouveauté, et il nous dit en substance, votez pour moi parce que c'est moi. Autrement dit, il demande aux Américains de faire un référendum. Alors, il a quand même été virulent, il a exagéré, il a été alarmiste. Est-ce que finalement, il n'utilise pas la même rhétorique qu'en 2016 en se disant ça a marché une fois, ça peut bien marcher une deuxième fois ? Oui, et c'est la bonne nouvelle. Donald Trump est devenu écologiste puisqu'il recycle son ancienne campagne, et en particulier vis-à-vis de la presse. On a entendu CNN sucks, qui veut dire CNN pue, pour le dire crûment. Et effectivement, les attaques contre la presse ont été comme en 2015-2016. Il a même invité la foule, 20 000 personnes quand même, à huer les journalistes. Je vous imagine en tant que journaliste être dans cette salle entourée de 20 000 personnes qui sont en train de vous huer. Moi, j'ai vécu cette situation et j'avais vraiment très peur pour les journalistes en se disant que c'est un très mauvais moment à passer, et ça démontre effectivement que la campagne, encore une fois, va être très dure. Alors, il y a eu ce discours hier, mais quelles vont être les prochaines étapes pour Donald Trump ? Parce que je rappelle à nos téléspectateurs que les élections sont encore loin, elles auront lieu le 3 novembre 2020, donc il reste encore du temps. 503 jours, donc effectivement il va couler beaucoup d'eau sous les ponts, et ce qui va se passer, on pourrait se dire rien, puisque si on compare avec Barack Obama ou George Bush qui avaient annoncé leur candidature un an avant, il ne s'est rien passé dans l'année qui a suivi, avant le déclenchement de la campagne qui démarre en septembre de l'année de l'élection, donc en septembre 2020 pour nous. Mais je crois qu'avec Donald Trump ça va être le contraire, tout simplement parce qu'il veut occuper l'espace médiatique et qu'il sait bien qu'il a intérêt à en rajouter, surtout qu'il a cette fois en face de lui 24 candidats qui vont faire beaucoup de bruit, proposer beaucoup d'idées, et sur ce terrain-là, le jeu de Donald Trump, c'est de jouer le rôle d'été noir, de faire en sorte de les bâillonner et d'occuper tout l'espace. Donc on devrait entendre beaucoup parler de Donald Trump, et il devrait y avoir beaucoup de meetings comme celui d'hier soir. Jean-Éric Brana, un grand merci pour votre éclairage. Je rappelle que vous êtes l'auteur de « Et s'il gagnait encore » aux éditions VA sur Donald Trump. On part maintenant en France. L'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, sera bientôt jugé en correctionnel pour corruption dans l'affaire dite des écoutes. Le rappel des faits avec Olivier Peggy. C'est une première dans l'histoire de la Ve République. Un ancien président sera jugé pour corruption. Il s'agit de Nicolas Sarkozy et c'est l'affaire dite des écoutes téléphoniques. Nicolas Sarkozy est soupçonné d'avoir tenté d'obtenir début 2014, via son avocat, des informations secrètes auprès d'un haut magistrat en échange d'un coup de pouce en faveur de ce magistrat. L'instruction a été émaillée de nombreux recours, jusqu'à ce mardi où la Cour de cassation a rejeté les derniers recours formulés par l'ancien chef de l'État. Cela ouvre donc la voie à un procès devant le tribunal correctionnel pour corruption et trafic d'influence, un procès qui devrait se tenir à Paris dans les prochains mois.
Quel sort pour les migrants à bord du navire humanitaire Sea-Watch 3 bloqué au large de l'île italienne de Lampedusa. Le vice-président Matteo Salvini refuse de les laisser rentrer dans les eaux territoriales italiennes. Raphaël Vivant. Au large de l'île italienne de Lampedusa, le Sea-Watch 3 attend toujours de pouvoir débarquer. À son bord, plusieurs dizaines de personnes secourues le 13 juin alors qu'elles dérivaient sur un canot pneumatique au large de la Libye. 10 d'entre elles ont été autorisées à accoster samedi dernier, mais une quarantaine se trouve toujours sur le navire humanitaire. Le vice-président italien Matteo Salvini refuse de laisser le Sea-Watch 3 entrer dans les eaux territoriales italiennes et demande à l'ONG allemande de faire route vers Tripoli. Tripoli et la Libye ne sont pas considérés comme des ports sûrs par les agences de l'ONU, la Commission européenne et le gouvernement italien lui-même. Le capitaine ne peut pas ramener ces personnes au vu des témoignages qu'ils nous ont livrés. Matteo Salvini accuse les ONG d'encourager le trafic d'êtres humains en Méditerranée. Un avis partagé par une partie de la population à Lampedusa que notre reporter Valérie Goria a rencontré. En attendant que le sort du Sea-Watch 3 soit tranché, la colère monte à Lampedusa. Beaucoup ici disent avoir été abandonnés par l'Union européenne depuis trop longtemps au profit de ce qu'ils appellent le business de l'immigration. Nous devons soutenir les migrants dans leur pays d'origine. Les Européens et surtout les Français et les Allemands leur ont tout dérobé du temps des colonies. Nous devons arrêter de voler ces peuples, de leur prendre leurs ressources. J'ai voté pour la Ligue car nous nous sentons en sécurité avec Salvini. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, 555 personnes ont perdu la vie en tentant la traversée de la Méditerranée depuis début 2019, soit plus de 3 morts par jour. Parlons maintenant de santé publique. Les Français sont les plus sceptiques du monde sur la vaccination. Un Français sur 3 pense que les vaccins ne sont pas sûrs, selon une enquête mondiale. Stéphane Amalian nous en livre les conclusions. D'après une étude réalisée dans 144 pays, les Français sont les plus sceptiques quant aux vaccins. Un Français sur 3 pense qu'ils ne sont pas sûrs. Un sentiment qui ne reflète pas vraiment la réalité, car le taux de vaccination a bel et bien augmenté en France depuis le passage de 3 à 11 vaccins obligatoires pour les enfants nés depuis 2018. Selon des chiffres provisoires, 98,6% des enfants nés en France depuis 2018 sont couverts par le vaccin hexavalent qui protège contre 6 maladies, contre 93,1% en 2017. La couverture contre les infections à méningocoque C est, elle, estimée à 75,7% contre seulement 39,3% pour la même période en 2017. D'après l'étude, les habitants des pays riches font le moins confiance aux vaccins, particulièrement en Europe. A contrario, au Bangladesh et au Rwanda, 2 des États les plus pauvres du monde, près de la totalité de la population a confiance dans les vaccins. Les taxis de demain seront-ils volants et pourquoi pas sans pilote? Des prototypes ont été dévoilés au salon de l'aéronautique du Bourget et Paris semble s'y intéresser de très près. Olivier Péguy. Les spécialistes appellent ça un taxi aérien, une sorte de gros drone capable de transporter un passager sans forcément de pilote à bord, le trajet étant programmé. On n'en est qu'au stade des prototypes, mais plusieurs de ces engins sont quand même présentés au salon du Bourget. Le défi, c'est de savoir comment ce genre de véhicule va pouvoir s'intégrer dans l'environnement urbain. Car c'est une chose de faire une démonstration dans les grandes étendues d'un aéroport, c'en est une autre d'imaginer une flotte d'appareils similaires décoller ou atterrir en pleine ville. Ce n'est pas seulement l'appareil qui compte, même si c'est important. Ce sont toutes les infrastructures qui doivent aller avec. Il faut définir la sécurité pour faire coexister à l'avenir les appareils avec pilote et ceux sans pilote. Paris semble vouloir relever ce défi. En vue des Jeux Olympiques 2024, la capitale française compte expérimenter des taxis volants. L'annonce a été faite lors du salon du Bourget. À l'origine de ce projet, Airbus, le groupe Aéroports de Paris et la RATP, le réseau de transport public parisien. L'argument choc, c'est de proposer à terme des trajets de 30 km en maximum 10 minutes. On termine ce journal avec un tableau attribué au maître italien du clair-obscur, le Caravage. Une œuvre longtemps oubliée dans un grenier et qui sera bientôt mise aux enchères en France, à Toulouse. C'est un tableau au réalisme violent qui représente une scène de l'Ancien Testament, Judith décapitant Holoferne. Laurence Alexandrovitch nous le présente.
Devant l'hôtel des Ventes Saint-Aubin à Toulouse, la foule se presse pour admirer un trésor de la peinture baroque italienne. À l'intérieur, un chef-d'œuvre du Caravage, oublié pendant des siècles et découvert dans un grenier de la Ville Rose il y a 5 ans. Dans une semaine, le 27 juin, Judith et Holoferne sera mise aux enchères à Toulouse. Certains estiment que c'est un faux. Le Caravage ne signait pas ses œuvres et a souvent été copié. Pour cet expert en tableau, pas de doute. Vous voyez la dentelle de Judith là, et le fait qu'il n'ait pas levé le pinceau, c'est un seul coup de pinceau ça. C'est pas à une vitesse absolument incroyable avec un artiste qui était un virtuose. Moi je ne peux m'empêcher de voir le Caravage devant et en train de peindre, de réaliser ça. Alors c'est extraordinaire. Personne ne sait comment le tableau est arrivé dans le grenier d'une vieille famille toulousaine. Mais pour le commissaire-priseur qui l'a expertisé, c'est la découverte d'une vie. Je crois que moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est sa destination. Effectivement, j'aimerais bien qu'il finisse dans un musée pour avoir l'occasion d'aller lui rendre quelques visites de temps en temps. Mise à prix du tableau 30 millions d'euros, mais il pourrait s'envoler jusqu'à 160 millions. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée sur Euronews. À bientôt.